Examinons à présent quelques procédés types, signes d'une dérive et de la démesure d'un pouvoir. Tout d'abord, on moque l'opposant et on le ridiculise en le déclassant. C'est par exemple le gilet jaune caricaturé en fumeur de gauloise qui roule en diesel. C'est le français caricaturé en beauf, en gaulois réfractaire. C'est le chômeur que l'on décrit comme un feignant à travers ces petites phrases de Macron. Par exemple, j'ai qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Ou bien, si tu veux un costume comme le mien, t'as qu'à bosser. Autre méthode, on discrédite l'opposant par l'amalgame et l'anathème, en le désignant comme fasciste, antisémite, révisionniste, traître à la nation, complotiste, égoïste, anti-vax, etc., etc. Ou bien, on le rééduque. C'est le nouveau mot à la mode. On parle de pédagogie. Il faut être pédagogue. Si le peuple n'accepte pas une loi, il ne viendrait à l'idée de personne de penser que c'est parce que tout simplement celle-ci est inique ou absurde. C'est parce que le peuple ne comprend pas et qu'il faut donc mieux la lui expliquer en faisant de la pédagogie. Le pass sanitaire vise d'ailleurs à faire comprendre, sous peine de mort sociale, l'intérêt d'aller dans le sens du bien. Ses vertus sont pédagogiques. Il permet de discriminer le bon du mauvais citoyen. On peut aussi, dans une même logique, interner en hôpital psychiatrique celui dont le discours dissident s'oppose à la doxa. Certes, nous ne sommes pas encore au pays des soviets ni de Mao, mais la psychiatrisation des débats en vue de dénigrer l'adversaire ne laisse rien augurer de bon. De même, on peut aussi museler l'opposant en le persécutant et le menaçant de destitution au niveau professionnel pour le décrédibiliser. Les poursuites engagées par l'ordre des médecins, par exemple, à l'encontre de plusieurs médecins tenant un discours discordant par rapport au récit officiel, en témoignent. On pense ainsi au professeur Perron ou Raoult. On peut également censurer, omettre, travestir ou encore passer sous silence tout ce qui, tant au niveau du débat scientifique que de la pratique médicale, dans le cas de la pandémie de Covid-19, vient contredire la science officielle du moment, que l'on pense par exemple au Lancet Gate, et je peux vous renvoyer à l'article du Figaro du 4 juin 2020, intitulé « Fin de partie pour l'étude controversée du Lancet, doutant de l'hydroxychloroquine ». Enfin, en ultime recours, on réprimera violemment l'opposant. À propos des Gilets jaunes, Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International France, à propos de la gestion de crise des Gilets jaunes par le gouvernement, affirme ceci dans Amnesty International France, publié le 19 novembre 2019, je cite, « Aujourd'hui, le maintien de l'ordre en France consiste trop souvent à appliquer une répression immédiate et de grande ampleur au point d'entraver les libertés fondamentales. » Bilan de la crise des Gilets jaunes, un an seulement après le début du mouvement, on déplorait déjà 2500 blessés côté manifestants, 1800 côté forces de l'ordre selon les chiffres officiels, et parmi les manifestants, 24 personnes éborgnées et 5 avec une main arrachée. Sans compter les comparutions immédiates devant la justice avec, dans 40% des cas, une peine de prison ferme à la clé. Je rapporte les propos de Cécile Bouanchot dans Le Monde du 29 mars 2019. On peut d'ailleurs s'étonner de cette justice expéditive dans le cas des Gilets jaunes et de l'extrême lenteur des procès intentés aux politiques corrompus, qui durent parfois des années et des années. Tous ces signes sont des marqueurs politiques indiquant un changement de paradigme social. La suspicion et la présomption de culpabilité dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes prend le pas sur la présomption d'innocence et l'état d'exception ou d'urgence devient la règle. Chacun devenant potentiellement un terroriste,
on instaure un état provisoire de surveillance et de contrôle social qui finit par durer et devenir la norme, comme c'est le cas avec le plan Vigipirate en France ou le Patriot Act aux États-Unis. De même, sur le plan sanitaire, chaque individu est présumé malade et potentiellement contagieux. La possibilité de l'acte terroriste ou de la contagion virale justifie à elle seule la surveillance et le contrôle des discours, des pensées et des actes. Nous entrons dans le monde de Minority Report de Spielberg. Autrement dit, la potentialité de l'événement justifie à elle seule la suspension des libertés au nom du bien. La potentialité de l'événement prend le pas sur la réalité de l'événement. Comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, nous entrons dès lors, au nom du bien, dans une guerre de basse intensité des dirigeants envers leur peuple. Au fond, on pourrait dire que la dictature, c'est quand le provisoire dure et que l'exception devient la règle. En matière politique. Enfin, et pour couronner le tout, le pouvoir qui sombre dans la démesure se doit de croire à ses propres mensonges. Le langage perd sa fonction essentielle, qui est de nommer les choses et les événements. Il fonctionne à vide, déconnecté de la réalité. La vérité, c'est l'adéquation du mot et de la chose, du discours et de l'événement, l'événement étant entendu comme ce qui arrive dans un espace-temps donné, déterminé. Par exemple, si je regarde par la fenêtre et que j'y contemple un ciel radieux et que j'affirme « il pleut », soit je me trompe, soit je mens, soit je suis fou, soit je ne connais pas le sens des mots que j'emploie. Mais que le tyran vienne et s'écrie en contemplant un ciel radieux « il pleut », et alors cela devient une vérité, et même sous un soleil de plomb, on distribuera des parapluies, car telle est la logique de la démesure. Elle substitue le discours au réel et saura démontrer par la peur, la contrainte et l'intimidation que la pluie c'est le soleil et le soleil la pluie. Bref, le tyran fait la pluie et le beau temps, au sens propre du terme, selon son bon caprice. Le réel doit se conformer à son discours, mais les faits sont têtus. Le réel est un boomerang qui, à mesure que vous le rejetez loin de vous, vous revient avec plus de force au visage. C'est pourquoi il faut faire violence aux faits par l'outrance des mots, l'hyperbole facile qui contribue à la fabrique de l'ennemi par la dramatisation des enjeux, permettant ainsi au pouvoir de s'ériger en partie de l'ordre, tout en maniant l'omission, l'euphémisme et la litote, pour mieux dissimuler la réalité irréductible, voire en assumant le mensonge à des fins idéologiques. Car le peuple pense mal, présuppose-t-on, parce qu'on considère que 2 plus 2 est un calcul au-dessus de ses moyens intellectuels. Il est moralement admissible de lui mentir pour son bien, comme le ministre Blanquer sur France Info le 28 juillet 2021, je cite, « Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous n'êtes pas vacciné, vous faites courir ce risque. » Fin de citation, affirmation dont le but était de justifier, je cite, l'éviction des élèves en cas de contamination dans le secondaire. Fin de citation. Propos contredits dans la foulée par l'AFP factuel et les décodeurs du Monde, et ceci de citer les études réalisées au Royaume-Uni et en Israël pour démontrer que cette affirmation était fausse. Une telle dérive constitue une pathologie du régime politique qui présuppose que le peuple est adressé, par des injonctions contradictoires, à domestiquer pour le rendre docile en lui faisant comprendre quelle est sa zone de confort. C'est d'ailleurs au fond le but du pass sanitaire, rendre la vie invivable aux récalcitrants, promettre, je cite, une vie de merde aux non-vaccinés, selon les propos d'un conseiller ministériel rapporté par Valeurs Actuelles le 23 juillet 2021. On lui applique ainsi la technique de la NAS, qui, en réduisant drastiquement les espaces de liberté, le conduit à aimer sa cage comme seul et unique lieu susceptible de lui apparaître comme rassurant. En générant un inconfort généralisé, on rend enviable le confort de la cage, en prenant soin, par un décompte
quotidien et minutieux des morts, des contaminés, des hospitalisés, de le maintenir dans la crainte de tout ce qui se situe hors de ses barreaux. On maintient ainsi le peuple dans l'enfance, tantôt en distribuant des bons points, tantôt en le sermonnant, comme tout au long de la crise sanitaire, ou plus récemment encore dans les propos de Jean Castex sur l'épidémie en Martinique, ou pour le citer, selon ses propres termes, trop de territoires ultramarins sont rétifs à la vaccination. Propos rapportés par BFM TV du 30 juillet 2021. Une telle infantilisation n'a cours que parce qu'on considère que le peuple est mineur, voire minoré, donc inférieur. En effet, ce peuple dont on réclame les suffrages à échéance régulière est bien incapable paradoxalement de savoir mettre un masque, dixit Sibethendai. Il ne pense pas, et s'il pense, il pense mal, de sorte qu'on ne tient pas compte de son avis, comme lors du référendum de 2005 sur le traité de la Constitution européenne, avis qu'on s'empresse de corriger par voie parlementaire, en le rebaptisant traité de Lisbonne sous Sarkozy en 2009. Tous ces signes sont les symptômes d'une dérive d'un régime et d'un délitement de la société. Lorsque le prurite semble normal au patient au point de lui donner presque le sentiment d'exister, qu'un pouvoir en place craint son peuple au point de l'infantiliser et de le maltraiter, n'est-ce pas le signe d'une gouvernance erratique, d'un bateau mal barré, d'un pilote déboussolé ?